journal vous est offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Après 3 mois de travaux en séance plénière, soit 90 jours à compter du 25 septembre 2019, la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2019, dite session budgétaire de l'Assemblée nationale, prend fin ce lundi 23 décembre 2019. Et à travers la présente cérémonie, le président du Parlement nigérien a ainsi procédé à la clôture officielle tout en faisant un bref bilan des activités menées tout au long de la session. Grâce à l'assiduité et à l'engagement personnel de chaque député, toutes nos échéances ont été respectées dans les délais réglementaires. Il est né ainsi de l'adoption de la loi de règlement 2017 et de la loi de finances 2020. C'est un budget prudent et cohérent aux objectifs précis et réalistes qui a été adopté après un travail les plus méticuleux. Tous les détails du projet gouvernemental ont été minutieusement examinés par les députés. En dépit de la contrainte qui entoure les amendements en la matière, les députés ont procédé aux ajustements qu'ils ont trouvés utiles et pertinents. L'on notera qu'avant de s'y décider, ils ont entendu l'ensemble des ministres, des chefs d'institutions et toutes les autres parties prenantes. Notre budget est ainsi une œuvre participative, un budget bâti autour des stratégies à même de nous permettre de relever les défis connus de tous, comme ceux de la sécurité et des mutations erratiques du climat, un budget en adéquation avec nos engagements internationaux. S'agissant de ces engagements, nous devons de saluer l'efficacité du gouvernement dans la gestion du programme appuyé par la facilité élargie du crédit du Fonds monétaire international. La représentation nationale le félicite pour les appréciations positives de cet important partenaire relativement à la stabilité macroéconomique, à la présence budgétaire et à la vigueur de la croissance économique. Toutes choses qui placent le budget 2020 sous d'excellents auspices et qui d'ailleurs sont à l'origine de la récente rectification de la loi des finances 2019. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas manqué de préciser dans son allocution que la clôture de cette session intervient dans un contexte marqué par des événements, les uns aussi préoccupants que les autres. En dépit des efforts méritoires de nos forces de défense et de sécurité qui contrôlent l'intégrité de notre territoire, malgré la pression internationale et la vigilance des populations civiles sur le terrain, la situation reste encore préoccupante. Ainsi, alors que nous nous accoutumions à une certaine accalmie, voici que brusquement, tel un coup de tonnerre, dans un ciel serein, notre pays a été violemment atteint dans sa chair à Inates. La nation tout entière a été plongée dans le deuil, l'amertume et la colère. Mais après le premier choc, surmontant peine et chagrin, elle reste debout, plus que jamais déterminée à sauvegarder son indépendance et sa souveraineté sur son pays. Avec le président Issoufou Mahamadou, tout ce pays se dit que la tragédie d'Inates, qui nous a ravis de valeureux soldats, je cite, est un pas décisif vers notre victoire sur l'ennemi. Fin de citation. Pour cela, chacun d'entre nous doit se sentir interpellé et tirer toutes les conséquences qu'il faut en se persuadant que notre pays est engagé dans une véritable guerre. Que donc l'on soit à l'arrière ou sur la ligne de front, il faut se préparer au combat et s'organiser en conséquence. Il ne s'agit pas de se perdre en vaines conjectures quant aux objectifs et desseins de l'ennemi, ni se perdre dans des accusations sans fondement, en voyant partout des boucs émissaires. Il faut plutôt, tous ensemble avec nos alliés, participer à la définition des stratégies politiques
économiques et sécuritaires les plus efficaces pour préserver l'intégrité du territoire national. Pour ma part, je suis convaincu que pour défendre la nation, avant les armes, il faut d'abord renforcer l'élan patriotique et l'amour de son pays. Cet amour donne tout son sens au combat et ne rend la victoire que plus douce et le sacrifice plus glorieux. Ainsi donc prend fin cette deuxième session ordinaire, dite session budgétaire de l'Assemblée nationale, qui a aussi permis aux élus nationaux d'enrichir davantage l'arsenal juridique du pays à travers l'adoption de plusieurs textes et lois sur une note de satisfaction générale. Je vous demanderai d'observer une minute de silence à la mémoire de nos braves soldats qui sont morts les armes à la main sur le champ d'honneur. Une minute de silence a été observée à la mémoire de nos forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur à Inates avant que l'objectif de l'installation de ce Parlement de jeunes ne soit situé. Merci. Mesdames et messieurs, au titre de la 7e République, la présente cérémonie va consacrer l'installation officielle de la 5e législature. Je voudrais louer la constance avec laquelle l'Assemblée nationale dans son ensemble continue d'exprimer sa foi à la frange jeune de notre pays. Cette œuvre que la représentation nationale mène à travers le réseau parlementaire nigérien sur la question relative au Parlement des jeunes et à la protection de l'enfant, sous l'impulsion de l'Assemblée nationale avec à sa tête son Excellence Ousseini Tinni, vise pour l'essentiel une jeunesse consciente de sa responsabilité dans l'œuvre de construction d'une nation prospère. Pour une entreprise aussi noble, vous me permettez que je saisisse cette occasion afin de remercier une fois de plus la représentation nationale pour la confiance ainsi placée au réseau que j'ai l'intime honneur de diriger. Les défis à relever sont énormes. Les défis sont de ce fait énormes et nécessitent la mobilisation de tous et de chacun dans nos sphères respectives de responsabilité. Comme par le passé, les jeunes qui composent cette législature ont été sélectionnés sur la base des mérites scolaires et de la discipline pour espérer qu'ils puissent, durant leur mandat, formuler et restituer les préoccupations de la jeunesse ainsi que leur opinion sur le sujet de l'heure. La répartition géographique sur l'ensemble du territoire national est quant à elle à l'image de la représentation nationale pour garantir l'équité. Bon vent au Parlement de jeunes pour l'accomplissement de sa mission. Au moment où le Niger continue le deuil des 111 militaires tombés sur le champ d'honneur le 10 décembre 2019 à Inates, voilà que le 25 décembre, un convoi d'agents enrôleurs de la CENI de retour d'une mission à Eza et Tagourjar, à une trentaine de kilomètres de Sanam dans le département d'Abala, région de Tillabéri, frontière Mali, a été victime d'une embuscade tendue par des assaillants. Dès cette annonce, des voix se lèvent pour dénoncer cet acte ignoble et demander à l'État nigérien de renforcer la sécurité au niveau de la région du Tillabéri. Nous allons demander à l'État de renforcer les dispositifs sécuritaires dans toutes les zones d'insécurité, communément dans la région de Tillabéri, la région de Difa, la région de Tawa et la région de Dosso, pour permettre à l'ensemble des travailleurs nigériens, conformément à la Constitution, qui leur donne le droit, partout là où vous êtes, d'être enrôlés et exercer votre droit de vote en tant que citoyen nigérien. Nous demandons au gouvernement de la 7e République de mettre à la disposition de nos forces de défense et de sécurité des moyens logistiques sophistiqués
répondant aux exigences du moment. Ceci leur permettra d'assurer la sécurité des travailleurs qui sont dans la localité. C'est que on ne peut pas comprendre pourquoi s'en prendre, n'est-ce pas, une équipe, n'est-ce pas, d'enrôlement. Ça veut dire que là, il y a un couac. Sauf si véritablement il y a un non-dit où les élections risquent d'avoir un coup dur. Parce que par rapport à cet enrôlement biométrique, si on n'arrive pas à le faire dans le temps imparti, ça veut dire qu'il y aura des difficultés. Et cette question de sécurité, nous pensons que l'État doit créer les conditions pour renforcer la sécurité et qu'on crée, n'est-ce pas, les conditions pour que cet enrôlement-là puisse avoir lieu. Parce que véritablement, nous savons que d'ici peu de temps, il y aura les élections, mais avec cette difficulté que nous constatons, et ça risque de tourner autrement. Mais nous pensons que l'État doit créer les conditions dans l'aspect où toute la population devrait, n'est-ce pas, se joindre, n'est-ce pas, aux forces de défense et de sécurité, qui nous saluent au passage, qu'il crée les conditions pour qu'ils leur donnent des informations et qu'on arrive à identifier, n'est-ce pas, ces forces du mal. En plus de renforcer la sécurité dans cette zone, l'État doit veiller à la sécurité des agents enrôleurs pour la bonne marche du processus électoral. Il doit avoir des piquets ou bien créer les conditions pour qu'on crée, n'est-ce pas, des postes pour que véritablement ces militaires-là puissent accompagner, n'est-ce pas, ces travailleurs-là pour que nos camarades puissent travailler dans la sérénité. Parce que tant qu'il n'y a pas une sécurité, je ne pense pas qu'il y aura un rendement à plus forte raison que ces travailleurs-là puissent travailler. C'est une obligation pour le gouvernement sortant de créer les conditions idoines pour qu'on ait un fichier biométrique ou un fichier classique tout court pour que les élections puissent se tenir au Niger. N'en déplaise qu'aux détracteurs qui ne veulent pas assez que ces fichiers puissent voir le jour, nous avons la ferme conviction. À cette allure où vont les choses, avec la persistance de l'insécurité dans la zone du Tillabéri, elle pourrait avoir un impact sur le processus électoral de 2020-2021 au Niger. Après les deux congrès, tenus parallèlement à Niamey par les Soumana Sanda et à Dosso par les Nouma Oumarou, objet de toutes les polémiques à la même date, le même Nouma Oumarou remet en cause la conférence nationale du parti tenue à Niamey dans ce mois de décembre 2019. Mais le bureau politique du modèle FA Lumana, à travers un communiqué de presse, apporte les précisions suivantes du statut du parti à l'appui. La conférence nationale est l'instance du parti qui, réunie le 21 décembre 2019, conformément à l'article 56, a définitivement mis un terme au feuilleton orchestré à dessein pour entraver le fonctionnement de l'Oumana. Depuis le 13 juillet 2019, Nouma Oumarou n'est plus président régional de Dosso, donc n'est plus vice-président du bureau politique national. Depuis le 26 juillet 2019, il n'est plus membre du parti, a fortiori président par intérim conformément aux articles 161, 162 et 163. Là où la conférence nationale a besoin d'un quorum de 146 délégués pour valablement statuer et délibérer, le bureau politique national en a réuni 254 sur les 289. Toutes les coordinations régionales et la diaspora étaient présentes, toutes les structures de masse étaient présentes, tous les députés étaient présents. Toutes les décisions avaient été prises à l'unanimité. Toutes les dispositions des articles 56, 95, 113, 114, 115, 124, 126, 125, 127, 161, 162, 163 des statuts ont été scrupuleusement respectées. Toute chose qui montre à suffisance que l'entreprise de l'ex-militant de l'Oumana Oumarou Nouma est sans issue. Désormais, Tahirou Seydou, dit Parc 20 et ses camarades ont en plus de la légitimité déjà reconnue par le ministère de tutelle, la légalité que leur confère la charte du parti politique et des textes du parti. On n'est pas encore donc à ce stade, puisque même le passage à l'écho n'est pas daté jusque-là. On l'a annoncé pour 2020, mais on n'a pas jusque-là annoncé concrètement la date à laquelle cela va s'opérer. Et ensuite, maintenant, tout le processus de démonétisation aussi peut susciter des fuites des capitaux.
puisque les gens, maintenant, quand ils vont avoir peur que leur pouvoir d'achat va diminuer suite donc à ces passages donc à l'éco, auront donc tendance à échanger dès à présent les monnaies qui sont à leur possession pour les convertir en devises fortes et les placer ailleurs en attendant, puisqu'on ne sait jamais. Et malheureusement, ce sont ceux qui ont le plus de moyens qui ont cette capacité-là de pouvoir le faire. Ça veut dire que le pouvoir d'achat encore des plus pauvres, notamment des salariés et des petits commerçants et autres, c'est ça qui va le plus en pâtir. Et voilà un peu, si vous voulez, nos fortes inquiétudes par rapport à ce passage. Sinon, il faut préciser que dans tous les cas, le franc CFA devait arriver à terme à partir de 2020, puisque c'est un accord de 75 ans. Donc bon, arriver à terme, il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'on annonce, soit la poursuite de l'accord ou tout simplement son expiration. Donc, et comme vous le savez et comme tout le monde le sait, Monsieur Alassane Ouattara, président actuel de la Côte d'Ivoire, c'est un ancien cadre dirigeant donc de la BCEAO. Donc ce qui exige en tout cas des autres États en tout cas une surveillance assez accrue pour que en tout cas les réformes qui vont être faites soient des réformes véritablement dans le sens de l'intérêt général, dans le sens de l'intérêt des pays donc qui sont concernés, notamment les pays à faible économie. Les travaux de la session ordinaire du mois de décembre 2019 du Conseil supérieur de la communication ont débuté ce matin dans la salle habituelle de réunion en présence des conseillers et de tout le personnel administratif et technique. M. Kabirou Sani, dans son discours, a une fois de plus réitéré leur compassion et condoléances aux familles des victimes et au peuple nigérien durement affecté par les événements dramatiques et cruels qui ont endeuillé le pays le 10 décembre dernier. 5 points s'articulent à l'ordre du jour. Examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois de novembre 2019. Information sur le Conseil supérieur de la communication. Examen et adoption des travaux des commissions. Examen et adoption des termes de référence pour le recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration d'un plan de formation au profit des journalistes. Et enfin, questions diverses. Je voudrais particulièrement insister sur le point relatif à l'examen et à l'adoption des termes de référence pour le recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration d'un plan de formation au profit des journalistes. Il vous souviendra qu'au cours de la session du mois de novembre 2019, nous avions examiné et adopté le rapport sur la répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2018. Pour la première fois, ce fonds est exclusivement indirect, conformément aux dispositions de l'article 10 nouveau de la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication, modifié et complété par la loi numéro 2018-31 du 16 mai 2018 et la loi numéro 2018-71 du 2 novembre 2018. Pour les conditions d'éligibilité et les modalités d'attribution du dit fonds, le CC a adopté la délibération numéro 20/P/CSC du 31 mai 2019 déterminant les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution. L'article 7 de cette délibération dispose, je cite, « Le Conseil supérieur de la communication gère le fonds d'aide à la presse et veille à sa bonne exécution. Utilisation. Ce fonds est destiné à la formation des journalistes professionnels et à l'acquisition des équipements pour les entreprises de presse. En aucun cas, il ne peut concerner le fonctionnement courant de celle-ci. Le Conseil supérieur de la communication détermine à travers un plan de formation les besoins en formation des journalistes professionnels en rapport avec les responsables des entreprises de presse. Les conditions d'éligibilité aux formations seront déterminées par un groupe de travail mis en place à cet effet. C'est donc en application de toutes ces dispositions que le CC a initié les termes de référence inscrits à l'ordre du jour de la présente session afin de recruter un consultant indépendant qui va élaborer un plan de formation des journalistes. Nous déterminerons clairement dans ces termes de référence nos attentes par rapport à l'expertise attendue conformément aux dispositions réglementaires. À l'ordre du jour de la présente session sont également inscrits les rapports de la commission éthique, déontologie et carte de presse et de la commission suivi des cahiers des charges, accès équitable et publicité.
Il a également salué le comportement des hommes des médias qui, à l'occasion, ont fait preuve de responsabilité et de professionnalisme dans le traitement de cette actualité sensible. Il déplore et condamne ces dérapages constatés sur les réseaux sociaux qui ne révèlent pas de la compétence du Conseil supérieur de la communication. La violation des constitutions par les chefs d'État africains pour se maintenir au pouvoir refait surface avec la situation en Guinée-Conakry où le président Alpha Condé décide de réviser la constitution. Le schéma est très clair. Son ministre de la Justice avait démissionné parce qu'il dénonçait les velléités du président Condé pour modifier la constitution, en fait pour changer complètement la constitution, et cela lui permettrait d'être candidat pour la 3e fois. Voilà quelqu'un qui était condamné à l'exil, qui a été condamné même pour contumace, et le voilà avec plus de 80 ans, qui s'accroche au pouvoir, même s'il va marcher sur les cadavres de ses concitoyens pour se maintenir au pouvoir. Mais ça, c'est très grave. Il n'y a que les Africains qui ont cette maladie-là. Vous avez fait 2 mandats. Vous avez plus de 80 ans et vous vous accrochez, même s'il faut tuer vos concitoyens. Maintenant, on est à plus de 20 morts. Et apparemment, ça ne dit rien aussi à la CEDEAO, parce que la CEDEAO vient de finir un autre sommet extraordinaire à Abuja. Mais ils n'ont pas encore inscrit cette question. Mais ils veulent quoi? Ils veulent jouer le sapeur-pompier. Quand maintenant elle va mettre suffisamment, quand le feu va prendre suffisamment, c'est à ce moment ils vont chercher les petits bidons là pour éteindre le feu. Non, mais la situation est grave. Nous interpellons encore la CEDEAO. Cependant, pour des normes démocratiques, il est impératif et souhaitable que la communauté internationale et tous les partenaires qui œuvrent pour le développement et le renforcement des institutions africaines doivent poser des actes pour sortir la Guinée de cette situation. Trop, c'est trop. Il faut que la CEDEAO dépêche une mission spéciale qui va aller lui dire ça, pour mettre fin à ce projet finesse du professeur Alpha Condé. Vraiment, c'est l'appel que nous lançons, parce qu'apparemment, la CEDEAO semble être complaisante vis-à-vis de Alpha Condé. Non, il faut... C'est ça. On leur disait, quand ils ont convoqué le sommet extraordinaire sur la Guinée-Bissau, on a dit, en fait, c'est à la tête du client. La démocratie a des problèmes en Guinée, et le peuple guinéen a des problèmes. Il faut soutenir le peuple guinéen dans leur lutte pour la démocratie. Et le soutenir, c'est que la CEDEAO doit dépêcher une mission du moment où ils ont, peut-être c'est parce qu'il était là et les gens n'ont pas pu avoir le courage de lui dire arrête ton projet finesse. Mais maintenant la situation est telle que tout le monde se mobilise et la CEDEAO ne doit pas fermer les yeux par rapport à cela. Sinon, si elle ferme les yeux par rapport à la situation en Guinée, elle n'a pas sa raison d'être en tant que structure sous-régionale, parce que du moins, nous, on peut la qualifier d'une structure partielle. C'est à la tête du client. Sinon, la situation de Guinée est grave, Guinée-Conakry. J'ai vu, laconiquement, il parle de la question de Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, elles vont au second tour. Les choses semblent revenir à la normale. Mais voilà là où le problème se pose. Et qu'est-ce qu'elle attend? Un rappel, lors du dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu à Niamey, a mis en garde tous les chefs d'État africains qui, en fin de mandat, tenteront de se maintenir au pouvoir en modifiant la constitution de leur pays. Le président Alpha Condé prendra-t-il en compte cet avertissement de la CEDEAO ou va-t-il réviser la constitution de son pays, peu importe ce que ça lui coûterait? Même si le mandat n'est pas limité, dans un état de démocratie véritable, toi-même tu sais si tu dois chercher encore l'onction populaire. Par contre, le déplafonnement des mandats caractérise surtout les démocraties qui ne sont pas consolidées. Et c'est ça la question que vous posez. Le mandat est déplafonné dans beaucoup de pays africains, et c'est en Afrique et dans d'autres pays à travers l'Asie ou l'Amérique où nous avons des démocraties qui ne sont pas consolidées. Et c'est là qu'il y a la nécessité de limiter le mandat. Donc, pendant le renouveau démocratique,
à partir de 1990, chaque pays africain a revisité son ordre constitutionnel et pour faire preuve d'un constitutionnalisme qui a de la vitalité, il faut limiter les mandats parce que le mouvement de 90 a été fait pour mettre fin aux dictatures qui sévissaient en Afrique depuis l'indépendance. Donc limiter les mandats en Afrique, c'était une traduction de la démocratie et de l'état de droit. Mais pourquoi aujourd'hui certains présidents cherchent à déplafonner les mandats? Pourquoi certains présidents, à la dernière année de leur deuxième mandat constitutionnel, ils cherchent à modifier la Constitution? C'est une mœurs que nous voyons en Afrique. C'est l'actualité brûlante, c'est le cas de la Guinée. Alpha Condé, qui a été un très grand démocrate, un très grand contestataire, opposant politique en France pendant de longues années, combattant politique, qui a décrié tout ce que nous sommes en train de dire, veut aujourd'hui modifier l'ordre constitutionnel de son pays pour s'offrir un troisième mandat. Alors là, vous voyez, nous sommes très loin du cas des démocraties consolidées. Pourquoi modifier la Constitution? Ces chefs d'État fondent leur initiative en disant que le peuple, c'est le peuple qui le veut. Et il y a lieu de définir qu'est-ce que c'est que le peuple aujourd'hui. Élection présidentielle 2021, la candidature de Mohamed Bazoum devient de plus en plus aléatoire. Nous apprend à sa une le courrier dans ses titres. Le courrier qui nous apprend dans sa parution que la mayonnaise a pris et personne n'a vu venir un arrêt brusque de cette tournée de proximité qui a fait tourner la tête à Mohamed Bazoum. Déjà en août, dans la région de Zender, il a déclaré à qui veut l'entendre qu'il est hors de question de mettre un terme à cette campagne, rétorquant selon le confrère qu'il est plutôt en mission de prise de contact avec les militants. Il a souligné à l'occasion que le président Mahamadou Issoufou l'a déjà fait en son temps, parcourant quelques 900 villages nigériens, bien avant l'ouverture officielle de la campagne électorale qu'il a portée au pouvoir. Il est clair selon le journal qu'à partir du moment où il a été adoubé par le président Issoufou et que celui qui est présenté comme son adversaire éventuel a été subitement anéanti dans son élan par le même Issoufou qu'il a limogé du gouvernement pour insubordination, rapportant Mohamed Bazoum a pensé que plus aucun obstacle ne se dessinait sur son chemin. Selon le journal, l'arrêt brusque de ces tournées sent donc le roussi. Pour sa part, le Canard déchaîné nous rapporte que suite à une lettre en date du 29 novembre 2019 par laquelle le MNSD Nassara dénonçait des présumées anomalies dans le cadre de l'enrôlement biométrique dans certaines localités du pays, la CENI a mené des investigations qui ont permis de voir clair dans cette affaire. Il y a plus de peur que de mal, écrit le confrère qui nous apprend qu'après toute vérification faite, les rares anomalies décelées sont d'une ampleur négligeable, même si l'esprit d'alerte adopté par le MNSD Nassara est gage de la poursuite d'un processus devant conduire à des élections qui ne pourraient souffrir de contestation. Il est cependant étonnant de constater que le parti de Seni Oumarou n'a pas fait écho des résultats de cette investigation. Puis en politique, les confrères se sont intéressés cette semaine à la situation du parti Lumana Africa. L'actualité nous rapporte que le parti Lumana Africa a tenu sa conférence nationale extraordinaire le samedi 21 décembre 2019 au centre culturel Oumarou Ganda de Niamey. Parmi les 289 délégués mandatés, 254 ont répondu présents. Sans surprise, les 254 délégués ont reconduit à l'unanimité le sieur Taïdou Seydou à son poste de président intérimaire du parti avant de constater la démission d'Oumarou Noma et mandaté par la suite le bureau politique national d'organiser dans un bref délai le congrès extraordinaire du parti. Quelques minutes après, le président intérimaire du parti reconnu par la justice nigérienne, M. Oumarou Noma, et coordinateur régional du Modern Falumana de Dosso, a, à travers un communiqué de presse, indiqué que la soi-disant conférence du CCOG est sans objet et n'engage pas le bureau politique national qui dirige conformément à l'article 65 du règlement intérieur du parti. De ce fait, précise le journal, Oumarou Noma poursuit que toutes les décisions qui en sont issues sont nulles de nul effet, conformément à l'ordonnance numéro 114/19 du 26 juillet du tribunal de grande instance hors classe de Niamey qui fait de lui l'unique président légalement reconnu. Oumarou Noma revient à la charge, s'exclame en gros la roue de l'histoire à sa une. La roue de l'histoire qui pense que c'est certainement pour corriger
des distorsions que le parti au cheval ailé a convoqué une de ses instances, la conférence nationale, pour se conformer aux exigences légales et dans l'espoir d'aplanir les divergences qui l'affectent. Malheureusement pour le principal parti de l'opposition, cette fois-ci encore, la cohésion et l'unité n'étaient pas au rendez-vous. Le confrère estime que les assises du 21 décembre sont tout simplement contestées par Oumarou Noma qui continue de croire qu'il est le seul président légal du Modern Faloumana qui doit convoquer les instances du parti. Pendant ce temps, le courrier, lui, pense que les carottes sont cuites désormais pour Oumarou Noma et consorts qui devront sans doute, selon le confrère, se chercher un autre toit que Lumana. Prenant acte de la décision du ministère de l'Intérieur qui a rejeté les conclusions de son 4e congrès tenu le 4 août à Niamey au motif qu'il aurait dérogé à certaines obligations légales, le parti du chef de file de l'opposition a pris la résolution de reprendre le dit congrès et conformément à l'article 56 alinéa 4, la conférence nationale extraordinaire a été convoquée par les 2/3 de ses membres du bureau politique national. En outre, selon le confrère, depuis le 13 juillet 2019, Oumarou Noma n'est plus le président régional de Dosso, ce qui lui enlève son titre de vice-président du bureau politique du parti. Que de reculer, de dissiper, la crise ne fait que s'amplifier et le démon de la division continue à prendre forme dans le Modern Faloumana, constate de son côté l'autre observateur qui écrit que même la conférence nationale du parti, tenue il y a quelques jours seulement, n'a pas mis fin à la crise. Au contraire, la guerre de positionnement avec en arrière-fond l'image du Grand Manitou continue à ravager la confiance de fer entre les militants. Depuis le déclenchement du processus de renouvellement des structures en vue de la préparation du congrès, les crises se succèdent les unes plus graves que les autres. D'une mauvaise décision à une autre, voilà les partis du cheval ailé installés à la fois dans une crise de direction et leadership au point que le consensus minime entre militants tend à devenir difficile aux grandes dames de ses adversaires. Pour avoir trop tiré sur les ficelles dans cette crise, le journal écrit que le président Hama Amadou est enfin victime de ses propres méthodes. Sans parti structuré, sans organisation politique unie, sans structure pleinement fonctionnelle, un congrès dans la désunion en perspective, c'est le spectacle désolant qu'affiche selon le confrère le très menaçant parti du cheval ailé qui se promettait pourtant de reprendre le pouvoir en 2021. Intéressons-nous à présent à l'insécurité au Sahel. Le républicain s'interroge à ce propos. Après l'attaque terroriste contre le poste militaire avancé d'Inates au Niger et d'autres assauts de même envergure dans le Sahel, quelles leçons tirer? Leçons modestes car ne dit-on pas que l'expérience n'est claire que le passé? Risquons-en quelques-unes pour stimuler la réflexion de toute personne physique ou morale concernée par le grave problème de l'insécurité dans le Sahel. Sur un plan stratégique ou tactique, elles peuvent toujours à quelque chose. Explication de la violence de l'attaque, appel du nécessaire renforcement du renseignement, recul des frontières des bases militaires, amélioration des communications, surveillance électronique du territoire et repositionnement éventuel des États-Unis puis de la France dans leur coopération avec le G5 Sahel. Quant au journal L'autre observateur, il est revenu sur l'hommage appuyé de la nation à ses soldats. Il note ainsi dans sa parution que le mardi 10 décembre 2019, des éléments terroristes lourdement armés ont attaqué le poste militaire de reconnaissance d'Inates dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du Niger, non loin de la frontière avec le Mali, causant la mort de 111 soldats nigériens, blessant plusieurs autres. Cette attaque a marqué tous les Nigériens et chacun a senti un pincement au cœur. C'est pourquoi, prenant en compte ce sacrifice ultime pour défendre le pays, les plus hautes autorités ont décidé de leur rendre un hommage mérité, conformément au sentiment général de la nation. Une place très visible de Niamey a été ensuite baptisée du nom du lieutenant-colonel Hassan Anoutab. À la roue de l'histoire de rajouter que pour immortaliser sa bravoure, la place publique attenante à l'hôtel des postes portera désormais le nom du lieutenant-colonel Hassan Anoutab. Je voudrais que chaque jeune qui viendra à cette place puisse se rappeler que le nom qu'elle porte est celui d'un héros. Déclaré le président de la République Issoufou Mamadou dans son message à la nation du 17 décembre 2019 à la veille de la commémoration du 61e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Le journal note également qu'il s'agit à travers ce acte hautement
hautement symbolique non seulement de rendre un dernier hommage aux 111 soldats tombés sur le champ d'honneur à Inates le 10 décembre 2019 et à tous les martyrs victimes de la barbarie des agressions terroristes, mais aussi de laisser pour l'histoire une référence aux jeunes nigériens afin qu'ils saisissent la portée du sacrifice suprême. Et pour finir, sur le front social, on apprend du journal La Nation l'interdiction de la manifestation de la société civile du 29 décembre 2019 par arrêté numéro 0082 en date du 26 décembre 2019. La délégation spéciale de la ville de Niamey sous la signature de Salou Diatta en sa qualité d'intérimaire de Mouktar Mamoudou interdit la manifestation projetée par la société civile pour le 29 décembre 2019. Motif invoqué, risque de trouble à l'ordre public. Il faut rappeler selon le journal que c'est précisément les organisations de la société civile Urgence panafricaniste Niger, dirigée par l'honorable député Abdourahmane Oumarou et tournant la page Niger de l'activiste Maïkoul Zodi, qui sont auteurs de l'appel à manifestation du 29 décembre 2019. Et selon ces deux organisations, il s'agit non seulement d'apporter un soutien aux forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dénoncer la présence des bases militaires étrangères sur notre sol. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Radio Télévision Tambara 107 MHz. La voix de la femme. Tambara. Enfin, la télé. Shabby, you know you they make me colo.